Ce que je vais vous présenter, c'est pas très préparé, je n'ai pas creusé ni rien du tout. C'est simplement une impression que j'ai depuis quelques années et qu'on partage au moins en partie avec plusieurs personnes, que la zététique c'est un petit peu sclérosé, dans le sens où ça avance plus, et qu'en fait, ce qu'on fait en zététique, alors je dis ça en même temps, avec les présentations que j'ai vues aujourd'hui, je me rends compte que c'est à moitié vrai seulement, mais bon, c'est pas grave, on va détailler après. Et que, en fait, tout ce qui fait la zététique comme on la connaît maintenant, ça pourrait être la zététique pour débutants, c'est une introduction, et que ce serait pas mal de faire un deuxième niveau, c'est pour ça que je l'appelais comme ça. Au début, j'avais mis zététique 2.0, je crois, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire, parce que c'est pas une nouvelle version de la zététique que je voudrais envisager. Ce que je pense qu'il serait bien, c'est d'envisager un deuxième niveau, qui serait zététique, mais plus avancé. Voilà, donc je vais juste vous parler de quelques problèmes, questions qu'on se pose, de difficultés de la zététique peut-être à s'étendre et à avancer. Je vais vous parler de 3 points simplement, et puis je vous montrerai sur un exemple comment on pourrait avancer de manière plus spécifique, sur un ou 2 exemples peut-être de biais. Voilà, parce que la zététique, on vous dit, c'est une méthode. Je vais prendre ça comme synonyme de esprit critique, zététique, si ça vous va. Et puis, voilà, vous allez voir dans la diapositive juste après pourquoi. On dit que c'est une méthode, mais en fait, c'est pas seulement une méthode, c'est aussi un corpus avec tous ces fameux effets qu'on appelait beaucoup avant, avec les noms de Henri Brock, effets Hatchoum, paillasson, etc., complètement incompréhensibles pour la plupart des gens, qu'on appelle un peu autrement maintenant. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est aussi un corpus, etc. Peut-être juste avant de passer à la suite, il y a peut-être qu'il y a eu un changement, alors je ne suis pas historicien de la zététique, il faudrait faire ça, il faudrait des historiens de la zététique, ouais, historiens. Non mais ça c'est, voilà, il fallait le faire avant le dîner, je l'ai dit, c'était avant. Bon. Mais peut-être qu'au départ la zététique ça s'intéressait surtout à des phénomènes paranormaux, et on avait en face de nous surtout des gens qui ne savaient pas faire d'expérience, qui n'avaient rien fait du tout, donc je sais pas, je pense à un exemple cité par Henri Brock, de ce type qui pensait, par la pensée, être capable de déterminer si sa femme était assise ou debout dans la pièce d'à côté, mais en fait il n'avait jamais eu l'idée de le tester, et donc c'était juste ça. C'est facile de discuter avec des gens comme ça, ils n'ont pas appliqué la méthode. Et puis plus ça va, plus en fait on aborde des sujets où c'est largement plus compliqué, parce que même quand on parle d'homéopathie par exemple, les gens qui défendent l'homéopathie, c'est pas juste une idée qu'ils ont comme ça, qu'ils n'ont jamais testée. Ils ont à fournir ils peuvent fournir des publications dans des revues scientifiques qui disent que l'homéopathie ça marche, etc. Il faut raffiner un petit peu toute la discussion. Donc parler juste d'effets et de sophisme, c'est un peu limité. Voilà, mais donc 3 points, je pense qu'il est important de discuter. D'abord la question du vocabulaire. Alors je vais parler de 2 choses dans le vocabulaire. Il y a le mot zététique, déjà, qui est très problématique. Alors je vois qu'on l'utilise un peu moins maintenant, on remplace souvent par esprit critique. Pourquoi c'est problématique? Moi par exemple, juste pour vous donner une anecdote, mais je pense que ce qui est arrivé à plein de gens, j'ai voulu développer un cours, proposer un cours là où je suis maintenant, à l'ESP, qui était l'IUFM avant, quand il y a eu des modifications, comme il y a tous les ans dans ces choses-là. On pouvait proposer des cours. Et moi j'ai dit j'aurais fait un cours de zététique. Voilà, à partir du moment où j'ai dit ça, c'était foutu. J'aurais dû dire un cours de développement de l'esprit critique ou de méthodologie scientifique. Quand j'ai dit zététique, pour la moitié des gens présents, j'étais en train d'essayer d'implanter une secte à la fac, c'était une catastrophe. Voilà. À cause du mot. Après je leur ai expliqué ce que c'était en fait, mais ils sont restés très réticents. Donc je pense que déjà ce mot-là, ça ne nous coupe pas des médias, parce que les médias ça les amuse, mais ça nous coupe complètement du monde de la recherche, et ça rend beaucoup plus difficile l'accès à des cours, proposer des cours à l'université par exemple, juste à cause du mot, parce qu'il n'est pas reconnu. D'autre part, ça nous coupe aussi de la recherche, donc je disais, parce que dans le monde entier, il y a des gens qui travaillent exactement sur la même chose que ce qu'on fait ici, et ils n'appellent pas ça zététique, ils s'appellent ça esprit critique. C'est le mot consacré, et voilà, il y a des grands spécialistes de critical thinking dans le monde entier. Voilà, ils disent ça, ils disent pas zététique. Donc je pense que c'est pas une bonne idée de parler zététique, du moins quand on parle à certains interlocuteurs. Et puis l'autre chose que j'ai déjà citée, c'est les noms des effets. Là, quand on dit effet Hatchoum, si je ne me trompe pas, ça veut dire post hoc.
C'est ça en fait, c'est un post-hoc. Voilà. Si on dit effet Hatchoum, moi je vois deux problèmes. Le premier, c'est que quand on parle à des chercheurs, des logiciens, ils ne savent pas de quoi on parle. Ensuite, on dit aux gens, il faut aller vérifier les sources, aller regarder dans les revues scientifiques, etc. Si vous allez sur Google Scholar, vous tapez effet Hatchoum, il n'y a rien, évidemment. Alors que post-hoc, il y en a des tonnes, et dans plein de disciplines, il y en a en philo, il y en a en psycho, etc. Donc, avoir inventé des mots comme ça, souvent on a dit ça avec des gens, c'était probablement une erreur d'Henri Brock, d'inventer des mots comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, si c'est parce qu'il voulait rester coupé du reste de la recherche ou quoi. Enfin, en tout cas, ça peut être très sympa, c'est rigolo, mais c'est pas terrible si on veut développer la recherche, à mon avis. Voilà. Donc ça, voilà, ça fait partie du vocabulaire, à mon avis, et il faudrait revenir à des termes plus usuels, en tout cas. Mais je vois que c'est ce qui se fait un peu, parce que dans la liste pour le concours de mauvaise foi, il y a un peu ça. Après, un autre point, donc ça c'était juste un point pas très important, peut-être celui du vocabulaire. Un autre point, j'ai l'impression qu'on oublie la complexité de l'argumentation, en fait, quand on parle, et on en parle beaucoup, de sophismes, d'arguments fallacieux, parce que tout ce qu'on présente comme des sophismes, les arguments, c'est effectivement des sophismes, si on veut, d'un certain point de vue, mais juste dire c'est faux, par exemple, l'appel à l'autorité, ça vaut rien, parce que ça prouve rien. L'appel à l'ignorance, quand on dit Dieu existe puisque vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas, ça prouve rien. C'est vrai en logique classique, c'est-à-dire si les choses sont soit vraies, soit fausses, et que ce qu'on doit donner à l'interlocuteur, c'est une démonstration absolue, donc si on raisonne en mathématicien, en logique classique, avec comme seule valeur de vérité, c'est vrai ou c'est faux, ça marche très bien. Donc effectivement, on a bien des sophismes. Mais en réalité, dans la vraie vie, tout est incertain, et c'est pas comme ça qu'on raisonne. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de degré de vraisemblance ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne, on raisonne en degré de vraisemblance. Donc juste dire par exemple, juste pour prendre un exemple, l'argument d'autorité, on dit c'est un sophisme, donc ça vaut rien, ça prouve rien, on ne va pas en tenir compte. Et on rétorque à des gens qui nous disent un tel a dit ça, on dit oui mais ça vaut rien, c'est un argument d'autorité. Ça ne va pas comme réponse parce que l'argument d'autorité, en fait, ça dépend. Voilà, si c'est quelqu'un qui parle dans son domaine d'expertise et qui est fiable, ça vaut quelque chose. C'est pas une preuve, c'est jamais une preuve, mais en fait, dans la vraie vie, on n'a jamais de preuve absolue de rien du tout. Donc ça, et on n'arrête pas de le dire d'ailleurs. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous et des gens qui sont sur les groupes zététiques, tout ça c'est évident, mais en fait, quand on regarde de l'extérieur, c'est pas ce qui transparaît. Et c'est une critique qui est souvent faite, il me semble, hein, sur les gens qui découvrent les groupes zététiques. On dit vous êtes complètement dogmatique. Et puis vous êtes en train de lister là, tous les sophismes, c'est insupportable. Voilà, je pense que c'est à cause de ça. On dit c'est un argument d'autorité, oui, bah ça ne remet pas en cause que c'est quand même un argument, et que selon la situation, ça peut être un argument fort ou faible. C'est jamais une preuve mathématique, mais ça peut être un argument fort quand même. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai l'impression que la zététique reste complètement coupée de la recherche, et qu'il faudrait au contraire la rapprocher de la recherche. C'est pour ça que je dis que ce que je raconte ici, les critiques que je fais, en fait, elles sont à moitié vrai, puisqu'il y a déjà des réflexions là-dessus. La recherche, ça peut être... Je vois au moins deux pistes, disons, de recherche possibles qui iraient bien pour faire avancer la zététique. La première, c'est, par exemple, il y en a d'autres, hein, sûrement. La première, c'est de développer, ou au moins de faire une veille scientifique sur ce qui existe déjà sur l'argumentation, puisqu'on n'arrête pas de parler de l'argument d'autorité, d'ignorance, etc. Il y a des recherches qui sont faites, je vous donne un exemple juste après. Un ou deux exemples, qui sont faites donc à la fois par des philosophes et des psychologues, en tout cas moi c'est ce que j'ai regardé. Et puis aussi un truc qui me paraît vraiment super important, et en plus très à la mode. On était, donc pour vous donner un peu le contexte, on a hein, le cloud. Non, c'est pas ça. On a fait, je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu, mais on a publié une tribune dans Le Monde avec Gérald Bronner et puis d'autres, pour dire ce qui s'est passé là, avec les théories du complot et la réaction de l'éducation nationale, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des profs ont remarqué que les théories du complot se développaient dans les collèges et les lycées. Ils ont dit ça ne va pas du tout. Donc par exemple, il y avait Sophie Mazet dedans, que j'ai rencontrée, on a discuté. Et ils ont dit il faut faire quelque chose. Ils ont proposé des formations pour développer l'esprit critique et pour que les élèves soient moins tentés par les théories du complot. Et la réaction de l'éducation nationale, ça a été d'inviter Sophie Mazet, d'en faire une star, de l'inviter dans toutes les conférences où on doit avoir des experts,
de faire à partir de ces idées, donc qui sont les mêmes que celles que vous avez, de fabriquer des films, du matériel pédagogique, et d'envoyer ça partout au rectorat en disant il faut que ça se diffuse, il faut que tout le monde fasse ça. Voilà. Et nous, dans notre tribune, on dit normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on a une idée, on commence par tester pour voir si ça marche. Parce que dans le cas de la théorie du complot particulièrement, mais ça doit être vrai aussi pour l'esprit critique peut-être, je ne sais pas, il peut y avoir un effet boomerang. C'est-à-dire peut-être que si on s'y prend mal, pour essayer d'immuniser les jeunes contre les théories du complot, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter en fait leur adhésion aux théories du complot. Ça peut éventuellement, j'en sais rien, je ne pense pas que ce soit le cas, mais éventuellement ça pourrait être pareil pour l'esprit critique. On a plein d'idées, on fait des super cours, on les donne. L'objectif, c'est quoi? C'est de développer l'esprit critique, et à aucun moment on a testé si ça développait l'esprit critique. Et alors, venant de zététiciens, c'est particulièrement étrange de dire on va développer tous ces trucs qu'on fait qui sont formidables avant de les avoir testés. On ne sait pas ce que ça fait. Et ça aussi, ça fait partie de la recherche, de tester pour voir si effectivement ça fait quelque chose. Alors, dans le cas de l'esprit critique, tout ce que j'ai pu voir des cours qui sont proposés, ça m'étonnerait énormément que ça ait un effet négatif. Je ne sais pas si ça a un effet vraiment positif suffisant, peut-être que ça n'a pas d'effet, mais tant qu'on ne l'a pas testé, on ne sait pas. Peut-être que ça a un effet négatif, peut-être que ça n'a pas d'effet, et peut-être que c'est super. Et même si on trouve que tout ce qu'on fait c'est génial, c'est quand même bien de savoir, parmi tout ce qu'on fait, ce qui marche le mieux et ce qui marche le moins bien. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait pour l'instant, en tout cas en France. Voilà. Et comme j'ai pas eu le temps, parce que je vous dis c'est des questions qui me viennent comme ça et que j'ai pas du tout creusé, j'ai pas eu le temps de regarder exactement ce qui avait été fait ailleurs, mais je sais qu'aux États-Unis il y a des recherches là-dessus, et au Canada aussi, ça a été cité tout à l'heure. Alors juste pour revenir sur des recherches, donc pas sur l'efficacité des méthodes éducatives pour développer l'esprit critique, mais des recherches sur la manière dont on argumente, et dont peut-être il faudrait interpréter les sophismes. Alors là, c'est vraiment dans l'esprit zététique niveau 2. C'est-à-dire, j'imagine bien que ce qu'on présente là en disant « attention, l'argument d'autorité, c'est pas une preuve, attention, l'argument de l'ignorance, c'est pas une preuve, etc. » Je trouve ça très bien pour des débutants. Mais en réalité, quand on réfléchit un peu plus, c'est quand même un peu léger comme approche. Voilà, il faut voir dans les détails. Donc ça, je vais passer parce que j'en ai déjà parlé, mais l'argument d'autorité, en fonction de l'expertise de la personne qui parle, de sa fiabilité et du nombre de personnes qui parlent, en réalité, ça peut valoir beaucoup. Et quand on parle de consensus scientifique, qu'est-ce qu'on dit? Parce que si je me place, je fais l'avocat du diable. Je fais l'anti-zététicien qui débarque et qui dit « je vais appliquer ce que vous dites » pour démonter vos arguments. Et vous me dites qu'il y a du réchauffement climatique parce que presque tous les scientifiques disent qu'il y a du réchauffement climatique. Alors qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'en fait c'est la démocratie et que s'il y a une majorité de gens qui le disent c'est vrai? Non, c'est pas ça. Alors pourquoi ça marche? On va dire parce que c'est publié dans des revues à comité de lecture. Est-ce que vous étiez sur place quand ils ont fait les mesures? Non. En fait, à aucun moment on a fait ce qu'on dit qu'on doit faire et que faisait en tout cas Henri Brock quand il allait sur le terrain pour tester effectivement des gens. C'est-à-dire on ne fait pas les expériences en vrai. On fait confiance à des gens parce qu'ils ont écrit dans des revues scientifiques et qu'on pense que ça a été relu par des gens sérieux, tout en sachant très bien que dans les revues scientifiques, il y a des canulars qui passent, il y a des conneries qui passent, que quand on fait des expériences, on peut se tromper, il peut y avoir des faux positifs. Donc d'un côté, on dit, premièrement, une étude isolée, ça vaut rien, parce que ça peut être une erreur. Deuxièmement, accumuler des mauvais arguments, ça ne fait pas un bon argument. Et troisièmement, puisqu'il y a plein d'arguments pour le réchauffement climatique, ça veut dire que c'est vrai. En gros, c'est ça qu'on dit, ça ne tient pas debout. Et ça ne tient pas debout parce qu'on ne peut pas prendre en compte l'incertitude de tout ce qu'on dit si on reste dans cette optique classique avec du tout ou rien, et ce qu'on attend, c'est des preuves, et si ce n'est pas une preuve, ça ne vaut rien. Voilà. Là, je vais juste vous détailler un tout petit peu. Ce que je vais vous dire ici, c'est un tout petit bout d'un article de deux psychologues, Ulrike Hahn et Mike Oxford, qui sont à Londres, je crois, et qui ont travaillé sur le raisonnement. Et notamment, ce qu'ils ont fait, c'est réinterpréter les sophismes dans ce qu'ils appellent le cadre bayésien. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que les choses sont vraies ou fausses, on imagine que pour tous les énoncés, donc il y a du réchauffement climatique, les OGM c'est dangereux, etc. Pour tous ces énoncés, en fait, ce qu'on a dans la tête, c'est pas oui ou non, c'est un certain degré de fiabilité, on y croit plus ou moins. Et l'hypothèse bayésienne, c'est qu'on fait ça en raisonnant à peu près comme ferait un vrai probabiliste, en révisant nos probabilités à chaque fois qu'on a une nouvelle information. Voilà. Et ils prennent chacun des sophismes, enfin une série de sophismes, quelques-uns, dont le sophisme
l'argument par ignorance, pardon, pour regarder si, d'un point de vue probabiliste, ça peut justifier, est-ce que ça peut être en fait un assez bon argument. Voilà, et il distingue 3 types d'arguments par l'ignorance. Le premier qui s'appelle les preuves négatives, donc c'est par exemple, ça pourrait s'appliquer par exemple au monstre du Loch Ness. Mettons, je ne sais pas si le monstre du Loch Ness existe ou pas. Si on cherche le monstre du Loch Ness et qu'on le trouve, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il existe. Si on ne le trouve pas, ça prouve rien. Et pourtant, bien que ça prouve rien, plus on l'a cherché et on ne l'a pas trouvé, plus je suis convaincu qu'il n'existe pas. C'est pas irrationnel, c'est normal. À aucun moment, je prétends que j'ai une preuve absolue qu'il n'existe pas, sauf qu'après des décennies et des décennies, et puis qu'on a ratissé quasiment tout le lac, je suis à peu près convaincu que si on ne l'a pas trouvé, c'est qu'il n'existe pas. Ça, c'est un petit peu l'idée de la preuve négative. C'est-à-dire quand on a une preuve négative, on a essayé de prouver quelque chose, on n'y arrive pas, ça renforce quand même l'idée inverse. Et donc eux, comme c'est des psychologues, ce qu'ils ont essayé de voir, c'est si effectivement les gens raisonnaient comme ça, et si, en fonction de la force de la preuve négative, ils étaient plus ou moins convaincus. Voilà, ensuite, ce qu'il appelle la fermeture épistémique, c'est tous les cas, et donc vous voyez qu'en fait, quelque chose comme l'argument d'ignorance, ça dépend des cas, c'est toujours pareil. De toute façon, en psycho, c'est la... J'avais peut-être déjà dit ça, mais un collègue m'a dit, il y a une seule règle absolue en psycho, c'est ça dépend. Voilà. Ce qu'il appelle fermeture épistémique, c'est les cas où, a priori, tout ce qui est vrai a été trouvé, en gros. Et il donne comme exemple le cas de quelqu'un qui veut savoir si le train qui va de Paris à Valence s'arrête à Lyon, je ne sais pas. Voilà. Et bien vous regardez sur le tableau, et s'il n'y a pas marqué Lyon, vous en déduisez qu'il ne s'arrête pas à Lyon. Pourtant, il n'y a pas écrit qu'il ne s'arrête pas à Lyon. Mais comme il n'y a pas écrit qu'il s'arrête à Lyon, vous en déduisez qu'il ne s'arrête pas à Lyon parce qu'on suppose que tout est là. Donc là, c'est un cas où l'argument de l'ignorance, si on veut, est très fort. Mais il y a une gradation, puisqu'ils disent un autre cas, ce serait par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui prend souvent ce train-là et qui vous dit « je ne me souviens pas qu'il se soit arrêté à Lyon ». Là, c'est un argument faible, c'est un argument de l'ignorance, pas nul, mais faible. Si au lieu d'être un copain qui prend le train de temps en temps, c'est le contrôleur du train qui le prend tout le temps, qui vous dit ça, vous êtes quasiment certain qu'il ne s'arrête pas à Lyon. Pourtant, il ne vous a pas dit qu'il ne s'arrêtait pas à Lyon. Il vous a dit « je ne me souviens pas qu'il s'arrête à Lyon ». Donc il y a tout des degrés comme ça à prendre en compte. Et puis, je ne vais pas détailler, mais là, il classe aussi dans les arguments d'ignorance la charge de la preuve. Si, je vais quand même dire un mot sur la charge de la preuve, parce qu'il me semble que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pareil, on dit la charge de la preuve, c'est à celui qui affirme quelque chose. Mais en général, en fait, vous avez deux personnes qui affirment des choses contradictoires. Et c'est pas si évident que ça de dire lequel des deux a quelque chose à prouver. Alors je sais pas, quand on discutait il y a 2 jours avec Georges, j'avais fini par trouver cet exemple. On trouve un champignon, il y en a un qui dit il est comestible, l'autre qui dit il est vénéneux. C'est à qui de prouver que le champignon... Parce que là, il n'y en a pas un positif et un négatif. Donc, oui, on peut aller sur Google. Moi, je dis ça dépend si on doit le manger après ou pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas si évident que ça. Et donc, il y a en tout cas, évidemment, on ne va pas résoudre la question, mais il y aura en tout cas des réflexions à mener là-dessus et puis des choses à... C'est celui qui dit qu'il est comestible qui le bouffe, puis on verra comme ça. Voilà, ça c'est une solution possible, mais il n'y a pas d'argument logique pour dire ça. Voilà. Et dans leur article, et je ne vais pas détailler parce que je voulais juste lancer la discussion, dans leur article, donc, ils parlent aussi de la pente savonneuse, en montrant que c'est pareil, que c'est pas non plus absurde, bien que ce soit un sophisme. On est bien d'accord, tout ça c'est des sophismes. Mais ça n'empêche que quand on prend les choses d'un point de vue probabiliste, ça peut donner quand même des arguments qui ne sont pas absurdes et qui sont plus ou moins forts simplement, et qui remettent en cause des choses. Voilà. Et alors en gros, donc leur cadre théorique, hein, qui est de dire, au lieu, mais qui est très répandu en psycho maintenant depuis déjà plusieurs décennies. Et si ça vous intéresse, et je vous l'ai sûrement déjà dit, allez voir sur Internet le cours de Stanislas Dehaene sur le bayésianisme, cours au Collège de France, il y a 10 heures, c'est vraiment passionnant. Donc il montre bien comment cette idée qu'on raisonne de manière probabiliste, en fait ça explique beaucoup de choses. On arrive à prouver que c'est vrai, on raisonne de manière probabiliste approximative, avec évidemment des capacités très limitées, donc on fait quand même beaucoup d'erreurs. Mais on arrive à trouver ça chez des enfants très jeunes, des nourrissons, et on arrive à montrer que c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Voilà. Et en gros, l'idée c'est que raisonner selon la logique classique pour essayer de comprendre comment on raisonne, y compris quand on est scientifique, ça ne va pas, parce qu'en fait on est dans un monde d'incertitude. Ça irait peut-être pour étudier seulement comment raisonnent les mathématiciens quand ils font des mathématiques, et encore c'est pas sûr,
Mais pour ce qui est des sciences, mais pas seulement les sciences humaines, mais évidemment je pense surtout aux sciences humaines, ça ne suffit pas du tout. Par contre, le cadre probabiliste, ça suffit. Mais si on se place dans le cadre probabiliste, alors juste dire tel effet, c'est un sophisme, donc ça vaut rien, ça va pas. En fait, il y a des degrés et un même sophisme, entre guillemets, peut avoir, selon les situations, peut constituer un argument très faible ou moyen ou assez fort. Voilà. Et puis pour lancer la discussion sur la suite, mais donc il y a une partie déjà qui a été traitée avant, ce que j'imagine possible pour essayer d'étendre un peu ce qu'on fait en zététique. D'abord, il me semble que shifter, ça a été proposé très explicitement, de zététique à esprit critique, c'est vraiment une opportunité à saisir, puisque, on l'a déjà dit, c'est très à la mode. Nous, on était, à la suite de la tribune dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a été convoqué, entre guillemets, à l'Éducation nationale avec Gérald Bronner. On a rencontré le bras droit de la ministre de l'Éducation. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils trouvaient qu'on les avait critiqués. J'ai laissé Gérald Bronner, parce qu'il est très doué, négocier tout seul. Et il m'a dit, au lieu de dire « mais non, pas du tout », il a dit « je pense qu'on voulait vous signaler qu'il y avait une opportunité à saisir et qu'il fallait absolument travailler sur l'esprit critique ». Enfin, on parlait de théorie du complot. Ils nous ont répondu que c'était déjà dans les tuyaux, qu'ils travaillaient déjà dessus, qu'ils ne voulaient pas se concentrer sur les théories du complot parce qu'ils trouvaient ça trop spécifique, que ce qui les intéressait, c'était un truc plus général qui était développer l'esprit critique, et voilà, qu'ils étaient passionnés par ça, et ce qu'on a essayé de leur faire passer, ce que Gérald, pour être honnête, a essayé de leur faire passer comme idée, c'est qu'il fallait absolument qu'ils se mettent tout de suite au travail pour tester les méthodes de développement de l'esprit critique, et ils nous ont répondu positivement, et on a encore un an avant les élections, donc bah, peut-être que si on fait un truc dans moins d'un an, ça pourra avoir un impact. Voilà, si on a des choses à faire, je pense qu'il y a une veille scientifique qui manque, que je n'ai pas fait du tout, mais je vais citer juste un article par exemple. Mais il y en a plein d'autres évidemment, il y a plein de recherches en psycho, et notamment en psycho et en philo, sur ces questions d'argumentation dans un cadre plutôt probabiliste, et je pense que ce serait bien de faire le point là-dessus. Et il y a aussi, sûrement, et que je ne connais pas parce que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a aussi sûrement plein de choses sur le développement de l'esprit critique. En tout cas, il y a des livres, et notamment Diane Alpern, là je regardais tout à l'heure parce que quelqu'un disait qu'il n'y avait pas de manière de mesurer l'esprit critique en français, et quand j'ai regardé, j'ai vu que Diane Alpern, qui est à fond maintenant dans le développement de l'esprit critique, c'est une psychologue américaine, a développé un test qui est validé, et voilà, par exemple, ça ce serait bien de voir comment est fait le test, et si c'est bien de le traduire en français, par exemple. Et puis, voilà, à la fin, c'est surtout tester les méthodes éducatives. Je pense que c'est vraiment un truc important, surtout si ça se développe, comme on dit, ça se développe partout, et que, en fait, chacun a des idées. C'est vraiment le moment, puisqu'il y a plein d'idées différentes, c'est le moment de tester si elles marchent et lesquelles sont les meilleures, hein, évidemment. Et puis, il y a bon, l'aspect de diffusion, ça va avec sans doute, si on manque de livres grand public, par exemple, pour discuter de tout ça. Voilà, c'est pile ce que j'avais prévu, 20 minutes, et donc maintenant, on peut discuter, si vous avez envie. Voilà, on peut discuter ailleurs aussi. Merci. Merci.